Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 16. Qui dit contre-la-montre dit configuration un petit peu particulière. On fait une config de contre-la-montre comme sur le Giro, c'est-à-dire avec les temps, parce que c'est ce qui importe le plus sur un contre-la-montre. Les chronos là c'est très important, donc vous allez tout comprendre comme ça de manière un peu évidente. Et puis normalement je parle de beaucoup de coureurs sur un contre-la-montre, donc là ça va être encore un petit peu le cas, donc ça me permet comme ça de détailler un petit peu tout le monde et que vous sachiez de quoi je parle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui, ce que vous avez pensé de la performance de Jonas Vingegaard. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je rappelle, la Coupe du Monde de football féminin arrive très vite. Vous pouvez également, quand vous vous abonnez à la chaîne, et ça, alors là, c'est bien. Allez voir EPS 2.0 sur la plateforme podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Même vous abonner sur ces plateformes. Vous pouvez également, si vous en avez le moyen, que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Et puis, TikTok, le débrief rapide juste après l'arrivée. Vous pouvez le voir. Je m'excuse si au niveau du son, ça va peut-être pas être parfait. Je ne sais pas du tout parce que je suis obligé de garder mon téléphone chargé pour avoir de l'internet. Et j'espère que ça va pas faire trop de bruit d'onde, mais c'est pas l'idéal. Normalement, je me débrouille pour avoir assez de batterie, mais là, j'ai oublié de recharger en temps et en heure. Et puis surtout, en fait, il est en cours de recharge. J'aime pas interrompre les recharges sur les batteries. On commence tout de suite avec Jonas Vingegaard. Au-dessus, aujourd'hui, tout simplement au-dessus. Dès le premier intermédiaire. C'est-à-dire que dès le premier intermédiaire, il colle 20 secondes à Pogačar. Donc là, tu te dis, bon. Et je l'ai senti dès le départ. Dès le départ, les deux premiers virages, Vingegaard, il était déterminé très fort. Et il savait que c'était un bon moment pour lui de reprendre du temps. Et qu'il était très motivé. Et ça se voit en deux virages, qu'il avait le très bon coup de pédale. Pogačar, je dirais pas qu'il était un peu plus sur la retenue, mais quand même, sur les deux premiers virages, il prend un peu plus son temps. Vingegaard, il y va à fond sur les deux premiers virages. Alors, ça n'est pas suffisant. Il était aussi au-dessus physiquement, Vingegaard. On commençait quand même un petit peu à le sentir, c'est vrai, après l'attaque du côté de Jouplan, où c'est vrai que la première attaque, il accélère et puis il n'arrive pas à faire l'écart, ça revient derrière. Et puis également sur l'étape de Saint-Gervais où quand Pogačar accélère, je l'avais pas trouvé extrêmement percutant dans ses attaques, ce qui est souvent signe de fatigue, parce que je me souviens sur le Giro notamment l'année dernière quand Carapaz avait fait des accélérations qui n'étaient jamais percutantes, c'était quand même signe que les jambes n'étaient pas fantastiques. Même si Pogačar fait un bon chrono, Vingegaard est au-dessus. De toute façon, les deux sont au-dessus du lot. Il y a 9 minutes au général d'écart. On fera un petit point au général en fin de vidéo et peut-être également sur le classement de la montagne. Et sur le classement par équipe. Donc Pogačar, Vingegaard, il a été au-dessus. Je pense qu'il y a 20 secondes sur les trajectoires, parce que Vingegaard, à chaque fois qu'on le voyait, il était à la limite dans tous les virages. Donc ça fait gagner un petit peu plus de temps. Et puis après, le reste, il y a peut-être 15 secondes de trajectoire. Le reste, c'est du physique. Du physique, pas que. Il y a aussi le changement de vélo. Moi, je pense que le changement de vélo, c'était pas intéressant au final sur ce contre-la-montre. Parce qu'on voit que c'était pas avantageux par rapport à Vingegaard. Pogačar, il finit fort, mais je pense qu'il aurait fini également très fort sur un vélo de chrono. Donc je pense qu'ils ont un changement de vélo, c'est 30 secondes. Parce que, alors oui, vous allez me dire, Jalabert, il a dit 14 secondes, c'est 14 secondes d'arrêt. Le problème, c'est qu'il y a le moment où tu t'arrêtes et il y a le moment où tu réaccélères qu'il faut prendre en compte. Donc c'est au moins 30 secondes de temps de perdu. Donc sur une 38, t'enlèves 30 secondes sur cet arrêt, t'enlèves 15 secondes, il reste encore plus de 50 secondes de différence physique, on va dire, entre Pogačar et Vingegaard. Et là, oui, il y avait... Moi, je m'attendais à 40. Pour tout vous dire, je m'attendais entre 30 et 40. Je m'attendais à ce que Vingegaard soit meilleur que Pogačar. Je m'attendais entre 30 et 40 secondes. Là, c'est vrai que même physiquement, il y a 50 secondes d'écart. Plus le changement de vélo, ça fait des écarts énormes. Bon, est-ce que Pogačar il fait un contre-la-montre de merde? Non,
parce qu'il fait un changement de vélo et pourtant il finit 1,20 devant Van Aert, qui lui n'a pas changé de vélo. Et on parle quand même de Wout van Aert, hein, de pas n'importe quel coureur, même si c'est vrai que dans la côte de Domancy, le gabarit de Van Aert n'aide pas. Mais Pogačar, je crois qu'il y a plein de petits paramètres qui n'ont pas marché. Il était moins à l'aise au niveau trajectoire sur le début de parcours. Il a fait plus attention. Le changement de vélo, ils l'ont fait, je pense, pas au bon moment en fait. C'est comme avec Kung, je trouve qu'ils l'ont fait un peu tardivement le changement de vélo. Ils le font, mais après 300 mètres de montée. Donc dans un endroit, il y avait pas mal de spectateurs et il faut de la place pour un changement de vélo. Là, il n'y avait pas suffisamment de place pour le faire correctement. Et ce qui fait que c'était un peu le bazar sur le changement de vélo de Pogačar. Moi, je me disais qu'il faisait de l'intox quand il disait qu'il allait changer de vélo, mais au final, non. Je pense pas que c'était intéressant parce que la côte de Domancy, c'était en fait trop court par rapport à la durée du contre-la-montre. La côte de Domancy, en temps, c'était, je crois, 8 minutes, en sachant qu'il y a vraiment 1,5 km qui est très difficile. Donc, moi, j'aurais fait différemment. Après, c'était l'objectif, on va dire, de Pogačar de faire de cette manière. Mais voilà, j'ai été un petit peu surpris de la manière de faire de Pogačar à ce changement de vélo. On poursuit avec Wout van Aert. Bon chrono de Wout van Aert. Après, il tombe sur des mecs qui sont dessus, mais il est derrière les deux ogres. Ce qui montre qu'il y a quand même encore un peu de réserve physique parce qu'un contre-la-montre de l'ordre de la 3e semaine, ça se fait quand même sur les réserves physiques. Donc ça, c'est intéressant pour Vingegaard parce que Pogačar, maintenant, il va devoir attaquer. Hein. Il y a une 48 au général. Au Markstein, il ne reprendra pas une 48. Donc c'est-à-dire que demain, il faut qu'il reprenne du temps. Pour reprendre du temps, il va falloir attaquer. Hein. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Mais est-ce qu'il a encore les réserves? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il ne va pas se faire fracasser demain au col de la Lauze? Parce que l'altitude, c'est pas. Enfin, Vingegaard est meilleur en altitude également que Pogačar. Donc, comme physiquement, il n'a pas l'air d'être au-dessus, ça peut être compliqué pour Tadej, même si les températures demain pourraient être un peu plus clémentes sur les sommets. Et s'il y a, moi je vous avais dit, le tap du Markstein, ouais, jusqu'à une 10 peut-être. Il faut déjà qu'il y en a un qui craque vraiment avec une 10. Au-delà, ça commence à être compliqué de reprendre autant de temps, je pense. À part Van Vleuten qui avait fait une démonstration l'année dernière, mais dans le cyclisme masculin, je pense que ça sera plus compliqué. Donc Van Aert, très bien, et puis ça montre qu'il y a des réserves. Et puis pour le classement par équipe de la Jumbo, ça a bien aidé. Pello Bilbao, un contre-la-montre qui lui correspondait très bien à Pello Bilbao. C'est vrai que je l'avais un peu oublié ce matin, parce que j'aurais pu le mettre parmi les grosses codes. J'ai mis Skelmose, qui fait 8e, c'est pas une catastrophe. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre Bilbao, parce qu'on oublie, mais que Bilbao, il a quand même été champion d'Espagne du chrono, et surtout, il a représenté l'Espagne au championnat du monde de contre-la-montre. Pello Bilbao, assez régulièrement. Alors certes, c'est du niveau espagnol du contre-la-montre, ce qui fait qu'en ce moment, c'est pas fou en Espagne au niveau du contre-la-montre. À part Juan Ayuso, qui est bon aussi sur le contre-la-montre. Mais c'est vrai que c'est pas fantastique. Mais il fallait pas le sous-estimer. Et peut-être qu'il avait moins de pression que d'autres adversaires. Donc il a plutôt bien géré. Non, bon chrono de Bilbao. Vous voyez, j'ai oublié de signaler aussi la différence de vitesse entre Vingegaard et Pogačar. 41,227 contre 49,260. Moi, je vous avais dit hier, 37 minutes 30, on en est loin. 32 minutes 36 et 5 minutes de mieux que ce à quoi je pensais. Donc voilà, il a vraiment fait un gros effort. Par contre, il faudra voir s'il récupère bien demain parce qu'un contre-la-montre, ce sont des toxines. Les toxines, c'est pas facile à éliminer. Notamment à cause de l'acide lactique, parce que là on était sur un effort sur la fin, c'était lactique, et vous créez beaucoup de toxines, c'est-à-dire que, en fait, pour expliquer, quand vous faites des efforts physiques, le sang devient plus acide. C'est-à-dire que le pH du sang, il est à peu près de 7, c'est un pH neutre, le sang. C'est 7 ou 7,1, je ne sais plus précisément. Et en fait, quand vous faites un effort physique, le sang devient acide. Et c'est l'acidité du sang qui va faire que vous allez avoir des courbatures et plein d'autres choses. C'est à cause de ce changement physique au niveau du sang qui fait que vous allez avoir ce qu'on a et ce qui va provoquer cet acide. En fait, on parle d'acide lactique, mais c'est en fait parce que le sang change de pH, ça crée de l'acidité aussi un petit peu. Voilà. Donc pour expliquer
un petit peu de manière succincte, parce que j'ai pas fait phys du sport, j'ai pas fait ça, mais pour expliquer un petit peu, c'est pour ça que vous avez le goût, vous avez le goût de sang, ce qu'on appelle le goût de sang, mais en fait c'est un peu une sorte de remontée acide un peu dégueulasse. C'est ce principe-là. Et il va falloir voir quand même comment il récupère, parce que ça a été un effort intense et un contre-la-montre ça fait mal aux cuisses. Et demain, il ne faudra pas avoir d'acide dans les cuisses, il ne faudra pas être courbaturé. Mais oui, Bilbao, il fait un bon chrono, 2,55, c'est bien, comme Yates. Mais bon, après Yates, on sait qu'il est capable de faire des très bons chronos. Hein. Donc 2,58, sans changer de vélo aussi. Hein, on est sur des concurrents qui n'ont pas changé de vélo. De toute façon, les concurrents qui ont changé de vélo, c'est Pogacar, c'est Gaudu, c'est Kung, par exemple. Je ne sais plus qui d'autre a changé de vélo aussi. J'ai eu l'impression quand même que tous les mecs qui ont changé de vélo, ça a rarement été efficace. Parce que Skelmos, qui est peut-être celui qui finit le mieux, quasiment l'un de ceux qui finit le mieux le contre-la-montre, Skelmos, il était toujours avec son vélo de chrono. Cavagna, il a gardé son vélo de chrono. Il y avait peu d'avantages, je pense, à changer de vélo. Alors que les mecs qui ont changé de vélo, je trouve que la perte de temps ne compensait pas l'avantage que tu pouvais après avoir derrière. Donc Simon Yates, oui, de 58. Il remonte un petit peu au général. C'est vrai que si on fait un petit point au général, il y a eu peu de changements, mais Simon Yates se retrouve maintenant 8e. Alors il est un peu dans un no man's land derrière parce qu'il a une avance phénoménale. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un combat avec Sepkus, avec Bilbao, avec peut-être Jane Neck un petit peu en difficulté. Donc ça peut être très intéressant pour le top 5. Mieux que le top 5, il faudrait vraiment que Rodriguez s'écroule en dernière semaine et que Yates soit obligé de se sacrifier pour Pogacar. Donc ça risque d'être compliqué, mais Simon il fait un bon Tour de France. Il n'y a pas eu de craquante, vraiment. Vous savez, comme on était habitué un petit peu avec Simon Yates qui fasse des grosses craquantes, là il n'en a pas fait. Alors j'espère que ça ne sera pas demain, parce que demain si tu fais une grosse craquante dans le col de la Losse, tu peux vraiment prendre cher. Mais non, c'est un bon grand tour. C'est peut-être son meilleur grand tour depuis longtemps à Yates. Peut-être celui où il a été le plus régulier, même si c'est un peu dans l'ombre. Cavagna 6, Adam Yates 7. On m'avait posé dans les commentaires est-ce que je pensais plus à Rodriguez ou Cavagna pour le chrono. J'avais dit je pensais plus à Yates. Après, le problème, c'est qu'Yates, s'il est obligé de rouler demain et de se sacrifier, Rodriguez peut en profiter aussi un petit peu. Donc, faudra voir du côté de l'équipe UAE ce qu'on va faire demain. Il y aura peut-être une réunion ce soir, une grande réunion. Skelmos, donc 3,31 à égalité avec Pedersen. Alors Pedersen, il a fait un très bon chrono. Hein, parce que quand j'ai vu, vous savez, bon, j'ai pas regardé le début du chrono, je regardais que les temps. Hein, je regardais pas en vidéo, de toute façon. Vu comment c'est filmé les chronos, j'ai envie de dire que l'aspect vidéo est pas si important que ça. Vous regardez les temps intermédiaires et c'est des fois plus intéressant qu'en vidéo. Je trouvais que quand j'ai vu Mats Pedersen meilleur temps en premier intermédiaire, je me suis dit il y a un problème. Parce qu'à un moment j'ai vu aussi c'était Encorn qui était marqué meilleur temps, c'était un bug sur Pro Cycling Stats, donc là je me suis dit je vais rafraîchir la page. J'ai rafraîchi la page, j'ai fait F5 et comment te dire que non, c'était pour une erreur hein, de la part du côté des informations, c'était vraiment ce qui était indiqué, donc assez surpris. Derrière, qui en a d'autres? On a Gaudu, pas un mauvais chrono de Gaudu, mais là encore le changement de vélo, ça fait perdre 10-15 secondes, où il aurait peut-être pu se retrouver au niveau d'Yates. Sans le changement de vélo, je suis pas sûr que c'était si avantageux que ça le changement de vélo. Surtout qu'il y avait la côte de Domancy, mais après c'était du 5-6%, donc ça peut être intéressant les prolongateurs. Surtout que c'était des belles routes, hein. Encore une fois, donc pas mal du côté de Gaudu. C'est quand même un peu mieux que ce qui nous a, je trouve, pondu sur d'autres journées. Mais par contre, quand vous regardez au général, je vais vous le remontrer, mais Gaudu, il est quand même à 17 minutes 38. Je rappelle que l'année dernière, il a fini à c'était 12,56 je crois de retard. Donc, il va être à plus de 20 minutes hein, à l'arrivée de ce Tour de France, à part s'il prend une échappée, mais je suis pas sûr qu'il puisse prendre des échappées, parce que les Simon Yates, Bilbao et autres vont quand même s'intéresser un petit peu à lui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Alors, il dit que les autres ont progressé. Lui n'a pas suffisamment progressé par rapport aux autres. Alors certains vont dire c'est le dopage.
C'était un peu l'excuse qu'on donnait dans les années 2000 pour les Français. On disait oui, mais comme les autres sont dopés, voilà. C'est aussi parce qu'on bossait mal. Donc David Gaudu, je pense qu'il est capable de faire mieux par rapport à ses adversaires. Castroviejo Rodriguez, ça c'était pour le classement par équipe. Castroviejo de l'a fait à fond, c'était pour le classement par équipe. Carlos Rodriguez, il a vraiment souffert sur la fin du contre-la-montre. Il a un peu explosé. Donc c'est pas très rassurant sur l'état physique de Rodriguez. Moi je pense qu'il peut finir bien, mais là c'est vrai qu'il a un peu souffert. Et demain le col de la Lose, si vous êtes fatigué, c'est vraiment vous finissez en décomposition. Le col de la Lose, quand vous êtes cramé, c'est un truc qui est ignoble, le col de la Lose. C'est-à-dire déjà c'est 27 km. Alors il y a une petite phase de plat, mais c'est quand même 27 km. Et le plus dur, c'est quand on dépasse 1800 mètres d'altitude, ce qui n'arrive normalement jamais. Donc ça va faire des écarts énormes demain. Mais bon, de là à ce qu'il y ait une 38 d'écart entre Vingegaard et Pogačar, peut-être pas. Gall, très bon chrono également, 13e. Ça c'est bien pour Félix, pour AG2R. Il est dans le top 10 parce qu'il a dépassé Guillaume Martin qui lui a fini en difficulté. Après c'est Guillaume Martin, c'est pas un spécialiste du chrono, on le sait. Donc Félix Gall, voilà 3,40. Après je vais descendre un peu. Pierre Latour, 17e, c'est pas mal, 3,57 pour Pierre. Voilà, c'est un contre-la-montre intéressant. Fred White, 19e de l'étape, c'est presque son meilleur résultat sur ce Tour de France. Et puis un Ben O'Connor, donc il l'a fait à 4,52. Bon, conditions physiques pas idéales pour Coco. Et puis Pidcock aussi, il a fini loin, Tom Pidcock. Que je le retrouve. Tom Pidcock, 48e, 5,39 pour Pidcock. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a fini derrière Guillaume Martin. Et pourtant, Guillaume Martin, il n'est pas bon au chrono. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Pidcock. Mais alors, demain, j'ai peur que Pidcock il se prenne une branlée complète. Parce que là, c'est un très mauvais chrono qu'il nous a fait Pidcock aujourd'hui. On regarde tout de suite le classement général. Donc, pour vous dire que Vingegaard est en tête devant Pogačar, donc une 48. C'est demain, s'il veut reprendre du temps, il ne pourra pas faire autrement. Adam Yates 3, Carlos Rodriguez 4, donc là on voit que c'est très serré entre les deux. Ils ont quand même une marge sur Jane Lay aussi contre la montre difficile. Alors ça n'a jamais été un spécialiste du chrono. Je pense qu'aussi physiquement la chute lui a entamé un petit peu le capital physique et que c'est compliqué. Sepkus 6, il l'a pas fait. J'ai vu des chronos de Sepkus qui étaient meilleurs que ça. Voilà. Bon, c'est pas une catastrophe, mais je l'ai vu parfois meilleur. C'est surtout qu'il voit Bilbao se rapprocher. Et puis donc Simon Yates 8e, Gaudu 9. Devant Gall et Martin, les Bleus qui sont ensemble. Thibaut Pinot 13e, il pourra peut-être gagner une place sur Pidcock, parce que... Et puis bon, avec 25 minutes, là, il est plus dangereux au général. Donc si demain il veut prendre l'échappée, ça va peut-être être plus facile s'il veut prendre l'échappée avec Landa. Et puis du côté du maillot vert, donc toujours Philipsen en tête, là il n'y a pas de changement, avec un Vingegaard quand même qui se retrouve 7e du classement avec les points de près aujourd'hui. Et du côté du classement de la montagne, c'est Ciccone qui a pris les points, il a 5 points d'avance sur Poles, mais bon, Vingegaard n'est qu'à 6 points, donc je pense que pour le maillot à pois, ça risque de se jouer entre Vingegaard et Pogačar cette affaire-là, à part s'il y a un mec qui part en échappée. Mais toujours ce problème de barème du côté du classement de la montagne. On en a parlé très souvent. Classement des jeunes, Pogačar au-dessus, devant Carlos Rodriguez, mais Félix Gall se retrouve 3e. Pidcock 4, je suis pas très loin quand même, à part Jorgensen qui a dégagé. Je suis pas très loin de ce que j'avais dit quand même en tout début de Tour de France. Au niveau du classement du meilleur jeune, je suis pas si mal. Je pensais pas que Burgodo serait aussi bien. Voilà, Burgodo il est 6. Mais je crois que j'avais mis à peu près ça. Il y avait Jorgensen, je me souviens, qui a disparu, mais à part Jorgensen, c'était bon. Et puis du côté du classement par équipe, ah oui, alors regardez qu'ils m'ont fait il y a quelqu'un qui m'a dit t'as dit Jorgensen il a abandonné. Il faut savoir que je fais la vidéo la veille de présentation pour des questions d'organisation. Donc oui, il se peut que parfois il y ait un coureur qui a abandonné entre-temps. Je ne peux... Parce que le mec m'a mis « Hey, Jorgensen, il a abandonné, tu suis que dalle de la course. » J'ai un truc comme ça, un commentaire. Je rappelle que j'enregistre la veille pour des raisons d'organisation. Donc parfois, il y a des différences, tout simplement.
Donc Jumbo en tête du classement par équipe devant Ineos, UAE troisième. On voit qu'il va y avoir un sacré match quand même parce que un quart d'heure au classement par équipe, c'est pas tant que ça. Donc les 4 premières équipes peuvent encore faire des choses. Jumbo a pris un petit avantage avec ce chrono, mais ça va pas être si facile que ça quand même pour ce classement par équipe. On regarde le sondage rapidement. J'en ai pas parlé tout de suite. Le sondage, hop, je vous le dis, les scores. Je vous avais demandé qui sera maillot jaune à la fin de cette étape. Jonas Vingegaard, 56%. Il y en a un qui a voté à la dernière minute. Et Tadej Pogacar, 44%. Voilà, pour ce sondage. Et ma note de l'étape, oh, je vais mettre 14 sur 20. Dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup de suspense pour la victoire, mais je trouve que le tracé de ce chrono était très intéressant. Voilà, entre est-ce qu'on doit changer de vélo, pas changer de vélo. C'était un chrono où on voyait qu'il fallait l'avoir fait plusieurs fois pour être sûr de ses choix et qu'il y avait un vrai travail de reconnaissance à faire sur ce contre-la-montre. Et je pense que ceux qui ont été un peu plus en difficulté, ceux qui ont changé de vélo, c'est peut-être des coureurs qui n'ont pas assez reconnu ce contre-la-montre parce que faut rappeler quand même que Pogacar, il a eu une double fracture du poignet. Je pense qu'il n'a pas pu reconnaître toutes les étapes. Et là, sur un effort comme ça, si atypique, un chrono si atypique que ça, je pense que repérer le contre-la-montre pouvait être très intéressant. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un format un peu plus court. Bon, demain, col de la Lose, je peux vous dire déjà que ça ne sera pas très court, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Maniac Production.